En tout cas, ce que vous verrez, c'est que je suis quelqu'un de très authentique, de très sensible et absolument dans l'amour de ce que je fais. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc aujourd'hui, on va parler d'une conférence que j'appelle un peu le miracle, manifestation physique de mon guide. Ça sera suivi d'une partie de médiumnité où vous mettez une photo, à savoir que je suis littéralement habitée par les énergies du défunt, que c'est un petit peu comme si je passais du 110 au 320 volts. C'est magnifique. Pas incorporé, juste habité. Le lendemain, je suis thérapeute d'âme, comme vous l'avez vu sur le fichier. C'est-à-dire que je fais des voyances thérapeutiques pour permettre à la personne, à travers ses épreuves, de mieux les comprendre et d'aller vers sa mission. Donc, je reçois demain à l'Hôtel National à Cluj. Voilà. Et si on y allait vers ce miracle? Alors évidemment, enfin, vous savez, vous parlez de Paul, pour moi, c'est le plus beau cadeau qui puisse m'être fait. Paul, c'est qui? Paul, c'est un grand-père que j'ai jamais connu. Alors je dirais que manifestation physique pour un guide, pourquoi ce titre? Tout simplement parce que les contes de fées sont parfois véridiques. Et pour eux, vous savez, rien n'est impossible. Ils peuvent ouvrir toutes les portes. Dans ma vie, parce que là, je voyais une personne souriante, agréable, tout va bien. Dans ma vie, il n'y a eu que des murs, que des barrières, et des portes avec des verrous énormes. Et ils sont là, pour être là, à la bonne place, dans des moments opportuns, pour vous donner la clé qui va justement faire sauter tous ces verrous. Alors, tout cela, ça s'explique en un mot. Vous savez, ces fameux hasards, ces hasards merveilleux, eh bien, ils n'existent pas. C'est la main de nos guides qui surgit quand ils jugent le moment opportun. Et bien sûr, depuis, parce qu'à cette époque-là, j'étais perdue quand j'étais gamine, mais depuis, j'ai appris à déchiffrer leurs messages, et surtout, et je vous invite à le faire, quand vous êtes dans une émotion particulière et vous avez compris que vous êtes en train de recevoir quelque chose, à les remercier. Les faits dont je vais vous parler sont absolument authentiques, car je les ai vécus, et j'espère à travers eux vous faire comprendre, et je redis la même chose, que l'impensable peut exister. Dans la première partie de cette conférence, mon grand-père Paul, c'est tout ce que je sais, voilà, et que je n'ai jamais connu, se manifestera à moi dans le biais des rêves. Alors ça va commencer de 4 ans et demi jusqu'à 18 ans. En deuxième partie, je vais assister à des manifestations physiques. Alors, vous allez me dire, c'est quoi? Tu as vu un ectoplasme se balader? Alors, c'est pire que ça. J'ai vu un homme qui se trouvait devant moi, à 1 mètre de moi, qui avait les mêmes yeux, qui avait la même tête, qui avait les mêmes cheveux. C'était lui, il s'appelait Paul, et il parlait comme le monsieur qui venait dans mes rêves. La troisième partie, m'ont dit, parce que la troisième partie, je commence à évoluer et j'ai compris, et donc il s'appelle Paul, comme il voit que je fais la sourde oreille et que je comprends rien, il va passer par le canal de certaines personnes. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas encore lancés véritablement, mais qui ont des petits mots. Et vous vous heurtez à ces gens-là, et puis d'un coup, ils vont se mettre à vous parler d'un certain Paul. Donc, il passera par le canal de certaines personnes pour m'interpeller, car évidemment, comme je vous le dis, je ne veux rien entendre.
parce qu'il veut me dicter ma mission. Alors, combien de fois n'entendrai-je pas par ces 10 canaux, c'est moi, Paul, qui viens de parler, puisque tu ne veux pas m'entendre. Enfin, partout, quand je perds espoir, même encore aujourd'hui, la personne qui me réconforte s'appelle Paul. Autrefois, le neurochirurgien qui sauvera mon père s'appellera Paul. Autrefois, l'architecte qui construira mon cabinet s'appellera Paul. L'anesthésiste qui opérera que mon père était ouvert s'appellera Paul. L'homme que vous rencontrez dans la rue qui va vous guider pour aller chercher un cadeau de peinture s'appelle Paul. Enfin, là, j'ai mis des années avant de comprendre qu'il était mon guide principal. Alors, évidemment, on va y aller doucement. Avant de vous faire part de ces exemples, qui je suis, moi, Julien Bassin. Déjà, vous brossez un portrait robot de la petite fille que j'étais petite. Alors, tout à l'heure, je parlais avec les gens et tout le monde avait l'air de me dire tu étais spirée, tu devais être rigolote. Pas du tout. Mais pas du tout. J'étais juste une petite fille très sage. Je n'ai jamais de bêtises. Et surtout, je pense que j'étais déjà une vieille âme. J'avais horreur du jeu. Et je ne pensais qu'à m'entretenir avec des adultes. J'aimais les grandes personnes. Et déjà, à la récréation, ceux qui m'interpellaient, c'était ceux qui souffraient. Et j'étais toujours là pour remonter le moral à une petite fille dont le papa était au chômage. Et déjà, ma bouche parlait toute seule, sauf que je ne comprenais rien. Et puis, j'étais très croyante. Comme je disais à monsieur dame, à 8 ans, je rentrais dans les églises, et puis elle, Sainte Thérèse, elle me disait, viens par là, je suis à droite, viens par là, je suis à gauche. Et puis quand j'étais devant la dame, elle bougeait, elle me parlait. J'étais comme ça, j'étais petit, je ne voulais même plus faire la communion. J'étais complètement paniquée. J'étais très reliée à tout ce qui était christique. J'avais une énorme foi. Et sous mon lit, on trouvait tous les petits bouquins, tout petits, là, vous savez, les feuillets pour enfants, Padre Pio, Saint Rita, on avait tout ça. À mon avis, j'étais comme ça, c'est possible. Et à cette époque-là, j'excelle dans mes résultats scolaires. Et vous savez ce que je veux être? Je veux devenir psychologue pour enfants ou aider les handicapés. Quel grand rêve! Alors, je fais du cheval, je fais du patin, de l'escalade, tout va bien. Et puis là, tout le coup, ça va être l'horreur. À 12 ans, tous mes espoirs tombèrent à l'eau. C'est pour ça que vous me voyez gai aujourd'hui, mais si vous saviez par où je suis passée. Eh bien, je venais de comprendre que je souffrais d'une épilepsie hémochronique. Ce qui veut dire que tous les matins, je n'avais pas un petit déjeuner normal, mais le bol, c'est papa qui le tenait, la tartine de beurre, c'est maman qui la tenait, parce que j'avais des décharges électriques dans la jambe gauche, le bras droit, et que comme je vous l'ai dit, je passais du 210 au 322, c'était l'horreur. Alors, le but de la conférence, non, c'est pas de vous faire rentrer dans toutes les humiliations de mon parcours, parce que mon Dieu, s'il y en a eu, c'est incroyable, mais surtout de vous faire comprendre, en deux mots, c'est ça. Mon guide, il a dû comprendre. Ah, tu veux être psychologue pour enfants. Ah, tu veux aider ceux qui souffrent. Ah, tu veux leur faire transcender la misère. Et non, il y a une autre façon, mais tu le feras. Et mon Dieu, quel parcours. Alors, il a décidé de rentrer en contact avec moi, pour m'aider, secourir, me relever, et puis la suite, vous la connaissez. Donc, tout a commencé à 4 ans et demi. Un beau jour, devant un album de famille,
je m'étais arrêtée là, sur une photo, j'ai pointé mon index sur la photo et je me suis entendue dire « Oh, mais je le connais, le monsieur !» Et là, vous imaginez la réaction de mon père. « Oui, non, non, comment non? Je le connais, le monsieur. C'est ton grand-père, c'est mon père et tu ne l'as pas connu parce qu'il y a très très longtemps qu'il est mort. » J'ai fait la sourde oreille, mais à la maison, vous ne pouvez pas vous imaginer, j'étais littéralement attirée parce qu'au-dessus de la cheminée, il y avait un énorme portrait de ce Paul. Et à chaque fois que je rentrais de l'école, il y avait une petite fille qui avait un problème, au lieu d'aller parler à Sainte-Thérèse, j'allais voir Paul. Et je disais, voilà, c'est la Dominique, ça prend du tout. Voilà. Mon père commençait à se demander si j'avais pas rien. Donc tous les jours, j'allais lui confier des petites histoires qui avaient de l'attirer. Puis bon, bonsoir, comme toute petite fille, je vais me coucher, comme d'habitude. Et là, alors, le reste que je vous explique là, il est à jamais dans ma tête. Hein. Je ne pourrais jamais l'oublier. Et là, le premier rêve arrive. Et je vois un homme avec une chemise à col ouvert qui va me chercher tous ses disques, toutes ses chansons. Il me dit, tu sais, moi, quand je mettais des pantalons, je sais toujours, tu demanderas à ton père, j'étais toujours la ceinture, elle tombait toujours. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'on va devenir copains, et on va se suivre continuellement. Et tu seras toujours ma grande cocotte. C'est génial. Alors, qu'est-ce que je fais? Mais c'est que le matin, je me réveille, mais je le cherche, papa. Imaginez le travail. Je me rappelle même des pyjamas rouge-ballon que j'avais. Donc, c'est le mois de juin, je tiens là dans le jardin et je crie « Pépère, t'es où? Je comprends rien. Mon père se lève, mais il me dit « Mais qu'est-ce que tu fous dehors hein? Il est 6 h du matin, qu'est-ce que tu fais? Je cherche ton père. Quel ton père? Mais il est mort, ton grand-père. Non, il n'est pas mort. Parce qu'il m'a dit à demain, ma grande cocotte. » Alors, pour la petite histoire, et ça a une importance capitale, dans tous les rêves, on m'appelle ma grande cocotte, mais retenez bien ce terme, c'est que je vais le retrouver dans toute ma vie. Donc là, on est à 4 ans et demi. Alors, les mois vont passer, et vous savez, je me promène toujours avec sa photo, partout où je vais. Je dois l'avoir dans ma poche, c'est pas. Puis là, j'ai 8 ans, je fais un autre rêve. Il est beau aussi, celui-là. Donc, mon grand-père Paul, bien sûr, il revient. Et là, c'est un chanteur, hein, comme mon père. Et là, il me fait entendre l'air de la chanson de Rose Blanche. Il continue et il me demande d'aller lui mettre le lendemain 2 roses blanches en plastique, c'est très précis, hein, sur sa tombe, j'ai jamais été au Japon, exactement sur le livre blanc, donc j'avais tout écrit dans mon rêve, de façon à ce que les roses viennent se coucher sur le livre blanc. Et j'entends encore, tu verras ma cocotte, ça marchera, tu pourras le faire tenir. Et moi, je comprends rien. Cette époque-là, je ne suis pas capable, hein, on est d'accord, j'ai 8 ans, d'analyser mes rêves. Et je ne peux pas en parler à papa. Pour moi, mon grand-père m'aimait, j'avais comme un copain, mais certainement que toutes les autres petites filles parlaient avec leur grand-père. J'en suis là. Et vous allez voir ce qui se produit le lendemain. Le lendemain, je me réveille comme d'habitude, et là, à ma grande stupeur, mon père me dit « Dépêche-toi, Josiane, car aujourd'hui c'est l'anniversaire de ton grand-père, et nous allons au cimetière lui porter des fleurs. » Ah ben non, j'ai compris. Hein. J'étais contente. Donc je lui dis, je viens avec toi. Ben oui, c'est ce que je te demande. Donc je vais chercher ma tirelire,
je prends l'argent et je prends du scotch. Et arrivé, bien sûr, chez la fleuriste, des fleurs. Et moi, je demande 2 roses blanches en plastique. Mais il me dit, ça va pas. J'ai dit, tu me laisses faire. J'ai envie de 2 roses blanches en plastique. Oui, de toute façon, tu reviendras avec. Alors, on ne comprend rien. Et je m'approche de cette pierre tombale que je découvre, que je ne connais pas. Et là, je vois ce livre blanc. Et une fois, 2 fois, 3 fois, j'étais toujours avec lui, et je lui dis, explique-moi, il faut que tu viennes se coucher sur le livre blanc. Et je vois, là, je ne sais pas si vous voyez, c'est très vieille pierre dans le temps. Il y avait des espèces de croix qui étaient posées dessus avec des roses, là. Et je regarde, il y avait une croix, donc juste, j'avais le livre comme ça, une croix comme ça, et je la regarde. Et vas-y, je me penche, et vas-y, je me penche. Et je vois 2 trous. Et j'arrive, et 2 trous, ça peut être juste comme ça. Non, non. Alors j'ai pris mes roses, et elles sont venues se coucher sur le livre blanc. Mais je peux vous dire que la petite fille de 8 ans qui avait compris moi, elle était vraiment contente. Donc vous imaginez pas à quel point j'étais contente. Mais il n'y avait pas une journée sans que je lui parle. Il était toujours avec moi. Je pourrais vous en dire plein de mes règles. On va parler des règles, donc je ne pourrais pas aller aux manifestations physiques. Dans le bus, c'est pareil. Je le sentais toujours. Il me mettait la main sur les épaules et qui m'accompagnait. Mais ce qui est surtout important aujourd'hui, et vous êtes d'accord avec moi, c'est de vous parler des manifestations physiques. Donc, je vous l'ai dit, je suis épileptique et j'ai jamais voulu accepter, même aujourd'hui, hein, j'ai encore du mal, je suis guérie aujourd'hui, mais ça reste toujours là. Je n'ai jamais voulu accepter cette maladie. Et donc, pour chercher cette délivrance, on a fait le tour de la planète, façon de parler, pour m'emmener chez les plus grands neurochirurgiens. Donc, nous allions de spécialiste en spécialiste. Donc, un jour, j'ai 17 ans, et je me retrouve à l'hôpital Foch, à Paris. Je viens de subir un encéphalogazeux, il n'existe plus, une artériographie. Et puis le matin, une espèce d'interne qui rentre et qui me dit c'est quoi, toi, la composante de ton traitement? L'époque, cardinal, orthénal. Oh, qui me dit t'as tout ça? Mais t'es foutu, fini. Tu pourras ni te marier ni avoir des enfants. Moi, je comprends. Est-ce que c'est Paul qui est derrière moi? Du haut de mes 17 ans, je lui réponds monsieur, vous n'êtes pas digne de porter la blouse que vous avez sur le dos, car je me marierai, j'aurai des enfants, et c'est eux qui vont me guérir. Ouais, ça c'est parti d'un bloc, d'accord, mais à 14h, j'avais quand même le moral dans les chaussettes. Mais à 14h30, alors ça, monsieur, c'est la première fois, et croyez-moi, là, j'étais scotché. Mais la porte est ouverte. Moi, je suis dans mon lit, je ne peux pas bouger. Et voilà la visite du neurochirurgien. J'ai la photo de mon grand-père qui est sur la table de nuit. Et là, celui qui rentre, c'est lui. Il a le même visage, les mêmes expressions, le même rire. La touffe de cheveux, c'est incroyable. Il vient vers moi, bien sûr sur sa blouse, il y a marqué Paul. Il me prend les mains et il me dit mais c'est toi la grande cocotte. Viens dans mon bureau cet après-midi, car tous les deux, il va falloir qu'on se parle. Josiane, elle sait plus où elle est. Elle sait plus où elle habite. Je vais vite chercher la photo, je regarde, et je suis là.
Je lui dis, je suis folle, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est je comprends rien du tout. J'ai l'impression de vivre un rêve, sauf que l'après-midi, en effet, il me reçoit dans son bureau et il me dit, regarde-moi bien, bats-toi. Parce que moi, je te dis une chose, tu guériras, tu transcendras et tu verras le bout de ton chemin. La chose que j'ai retenue, c'est que tu guériras. Bon courage, ma grande cocotte. J'ai 17 ans, monsieur là, à cette époque-là, on va avancer un petit peu, on va aller 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, j'ai 20 ans. Je rêve toujours de lui, je travaille toujours avec sa photo. Et je suis toujours aussi malade. Mes parents doivent quitter la région parisienne. Et c'est ainsi qu'à 20 ans, je me suis retrouvée à Poitiers. Moi, ils m'ont fait rentrer au printemps de Poitiers où j'ai exercé pendant 17 ans. C'est d'ailleurs là que j'ai commencé à faire des coupes avec des jeux de 32 cartes. Quand on avait une pause, je prenais des jeux de cartes, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi je Et papa était à la télémécanique électrique. Et puis là, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait dans l'invitation. Et il a fait une grave désillusion. Il a une grave désillusion, il a fait une dépression. Et il ne s'en remettait pas. C'est-à-dire qu'il n'arrêtait plus de pleurer, il ne mangeait plus, il ne dormait pas. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je t'ai pris la photo de ton père, parce que Paul, c'est mon père, et je lui dis, mais c'est pas possible, il faut que tu fasses quelque chose. Tu m'appelles ma grande cocotte, et mon copain me dit, ah, papa, ça va plus du tout. C'est comme ça, hein. Il faut que tu fasses quelque chose. Je priais tous les jours. Et là, maman me dit, écoute, tu sais pas, on va prendre quelques jours de vacances, on va aller à Marnebou en Corrèze. Vous allez voir le miracle. Donc nous voilà partis et on arrive dans un petit hôtel. Alors, rebelote, je priais toute la nuit. Je me rappellerai toujours, la veille, on avait toutes les saisons. Et dans ce petit hôtel, le lendemain, on va au restaurant. Alors, vous voyez le restaurant, donc on rentre là. On prend, nous, juste à l'entrée, une table de 4. Alors, moi, je suis là. Maman est à côté de moi. Et papa est en face de moi. Moi, je vois l'entrée. Hein. Et à un moment donné, une grande famille arrive. Une famille de 11 personnes. Moi, je vois rentrer, c'est 11 personnes. Et là, au milieu des 11 personnes, il est là, en chair et en os. Papa ne le voit pas, hein. Il ne l'a pas vu. Moi, alors comme on ne peut pas se parler, je vais agir par télépathie. Et je lui dis, si tu as entendu mes prières, et si tu as compris mon signe, alors je te demande d'aller t'asseoir derrière ton fils. Alors, vous savez ce que c'est quand on est 11 personnes? Tu te mets à côté de qui, tu te mets là, t'as vu le truc. Et il va venir s'asseoir derrière son fils. Mais le plus beau, c'est pas ça. Pendant tout le repas, il n'a pas cessé d'avoir le même comportement, les mêmes mots, le même dialecte que son père avait. Par exemple, quand un plat arrivait, on l'entendait se frotter les mains. On le voyait se retrousser les manches. Il avait une petite fille à côté de lui qui avait 3 ans. Il a pris un mouchoir et il a joué chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et surtout le timbre de sa voix et les mots qu'il employait. Et d'un seul coup, j'ai vu mon père craquer. Papa m'a dit, c'est pas possible. Il est revenu,
Il va venir, mon père est là, mon père est là, mais c'est pas vrai, mais ça veut dire quoi? Je dis, ouais, ton père, ne cherche pas à comprendre. Je l'ai appelé. Quand le repas fut fini, je suis ressortie de la salle, et le plus beau, monsieur là, c'est vrai, j'invente rien. J'ai regardé cet homme, et avec sa main gauche, il m'a fait victoire, madame Cocotte. J'ai plus jamais vu cet homme. Et mon père était. Ça s'explique pas, hein. C'est difficile. Hein. Moi, si vous pouvez, moi, j'ai pas encore compris. Et on continue, on avance. Tout le monde connaît Marseille, bien sûr, l'hôpital de la Timone, bien sûr. Donc, on n'a toujours pas trouvé le traitement qui va le sauver. Donc, on m'emmène à Marseille, à l'hôpital de la Timone, et je rencontre un autre neurochirurgien, professeur Gaston. Encore un peu. Ça fait beaucoup, hein, quand même. Donc, à chaque fois, je suis comme ça, mais à chaque fois que je me parle, je me dis, je vais écrire. Ça contribue beaucoup, là. Donc, je peux vous dire, l'écrit, j'en viens. Et ce professeur Gaston me dit, dis donc, la cocotte, tu vas me regarder droit dans les yeux. Parce que moi, je te dis une chose. Enfin, il a même été, pour le cas, il a été un petit peu, pas vulgaire, mais voilà. Tu vas faire l'amour comme tout le monde, même. Je vous jure, c'était tellement. Mais oui, mais tu vas les avoir, tes mots. Tu vas te marier. Et tu vois, là, la belle dame, tu vas monter les marches. Et avec ta foi, tu vas aller la prier. Et moi, je te dis que tu seras sauvé. Il y avait mon père aussi, parce qu'il faut bien vous dire que mon père était là, et qu'à chaque fois, il connaissait son père. C'est quand même gros. Donc j'ai été voir la belle dame, j'ai prié, et c'est là qu'on a trouvé le traitement qui m'a enfin soulagé. Toute ma vie sur ma route, au cours de mes différents pèlerinages, il est là. Quel était ce sosie? Parce qu'à 25 ans, bon, je comprends que je vais guérir, mais je ne sais pas si c'est mon guide. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Quel était ce sosie qui m'aurait conforté à un moment? Quel était ce rôle? Je ne comprenais rien, bien sûr. À cette époque-là, je vous dis, je suis au printemps de Poitiers. On me met au sous-sol parce qu'on me traite d'handicapé avec un fichu sur la tête. On me dit que mon père, heureusement qu'il a été au printemps, qu'il a demandé avant le directeur, il a eu pitié de moi. Je suis plus handicapé. Il dit bien que je ne comprends rien. On me fait faire tous les rideaux. Par contre, quand je monte en salle de repos, j'adore les cartes. Et quand je monte en salle de repos, c'est plus fort que moi, il faut que je les prenne. Vous voyez, je ne fais pas comme une petite et j'ai tout comme ça. Et puis, je fais des coupes. Et c'est bizarre, à chaque fois que je fais des coupes, ça marche. Et les copines me disent toujours, mais attends, on ne peut pas aller chez toi parce que ce que tu dis, ça arrive. Ah bon? Oh ben, ça doit être comme ça. Vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas entendre. Vous êtes. Je ne vous dis pas à quel point il a fallu qu'il colle là-haut. Hein. Les années passent. Moi, je voulais quelque chose que je voulais. J'ai 25 ans. Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que je voulais? Des. Voilà. Donc, les cartes, machin, tout ça. Donc, me marier et avoir des enfants. Ah ben, je me suis mariée. C'est parce que j'ai fait mieux. Parce que ça fait 25 ans que je suis seule. Là, je crois que j'avais les petits. Mais il fallait que j'ai ces gamins qui sont la prunelle de mes yeux. Des êtres extraordinaires qui m'ont guéri. Donc, les années passèrent. Je me suis mariée à 36 ans. J'ai eu 2 magnifiques bébés. Et pourtant, j'avais un traitement.
traitement et plus de crise. Bien sûr, j'ai le traitement, mais plus de crise. Dans ces années-là, je me suis trouvée très seule. Pourquoi? Parce que je me suis mariée. À qui? Ben, je me suis mariée à un marin. Marin, les gens ils comprennent vite. Donc, il n'était jamais là. Il est toujours en campagne. Et j'élevais seule mes gamins. Et à un moment donné, j'ai vraiment ressenti comme de la solitude. Et puis, je me disais, mais à quoi ça sert qu'il te là, de toute façon, maintenant, t'as tes enfants. T'as eu ce qu'il faut. Donc, j'ai pris les jeux de tarot. J'ai fait 2 tours de clé dans un tiroir. Et le même jour, je tombe sur une annonce, cours de danse, tango argentin. J'adore ça. Et je me dis, je vais demander à une amie à moi qui a les gamins, et j'y vais. Alors là, vous allez voir, ils sont très très forts là-haut. Donc, je crois que mon grand-père savait que j'étais guérie, vous avez compris. Et je vais à mon cours de danse. Et là, vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il allait intercaler certains canaux là. Le prof de danse, il vient me voir. Il me dit, c'est vous, Madame Cotard-Josiane? Oui, il est là. Ben, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Je me suis inscrite. Ah non, c'est pas ça. Il me dit, vous avez rangé les... Non, c'est pas ça. Je reprends. Il me dit, c'est qui Paul? Alors là, je suis médusée. Je lui dis, pardon, je ne comprends pas là. Je dis, comment vous savez que mon grand-père défunt s'appelle Paul? Je suis médium. Alors moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Médium? Oui, enfin, je parle à ses décédés. Et puis vous le ferez aussi. Voilà. Je suis à peine guérie, moi, monsieur Daman. Je me demande s'il n'est pas fou. Et il me dit, bon, vous savez, votre grand-père, il est très en colère. Parce qu'en plus, il est très en colère. Pourtant, quand il me parlait avec moi, avant longtemps, il était très gentil. Non, mais là, il est très en colère. Je peux savoir pourquoi. Vous avez mangé des jeux de cartes ce matin dans la tiroir? Oh. Alors là, je suis restée scotch. Et bien, il me dit tout simplement qu'il ne vous a pas guéri pour rien. Ah, parce que maintenant, c'est vous qui allez guérir les autres. Il fait, moi? Oui, vous. Il me dit, vous allez ressortir vos jeux. Alors, il me dit que ça tombe bien parce que vous êtes tombé dans un club de danse, il n'y a que des cas désespérés. Et il me dit, bah écoutez, moi je vais faire mon boulot, hein. Je vais transmettre. J'étais malade. Je rentre chez moi. Je ne parle pas au mari, hein, parce que là, moi, je ne vais pas le sortir parce qu'il m'a dit d'ailleurs que j'étais qu'une sorcière. Et c'est pas fini, le lendemain, ça sonne à la porte. Mais je ne suis pas prête, moi. Et je vois une petite mamie qui arrive et qui me dit, bonjour Madame Cotard, je suis envoyée par le professeur de danse. Je commence déjà à avoir mon terrain. Et là, elle me dit, j'entends rien. Est-ce que je pourrais avoir une consultation? J'entends rien. Par contre, je me mets à la dévisager, j'ai comme un malaise, et je lui dis, Madame, vous avez la jambe gauche plus petite que la droite, vous devez rentrer à l'hôpital jeudi pour y prendre une prothèse qui n'est pas conforme, faudra la refaire et vous ne ressortez pas sa ligne. Là, je regarde le plafond et je crois que je suis nono. Car ça n'est jamais arrivé. Alors, imaginez la mémé, parce que je vous fais le geste, elle est en face de moi, elle est aussi médusée que moi, elle est là. Mais oui, qu'elle fait, mais c'est carrément, mais comment vous savez? Et moi qui lui dis, mais je ne sais pas, mais j'en sais rien. J'ai dit, là, moi je te parle d'autre chose. Moi je crois que je vous jure, mais c'est exactement comme ça. Et là, elle a enchaîné, donc elle revient à sa première question. Et elle me dit,
mais est-ce que je peux avoir une consultation? Est-ce que vous allez au tarot? Les tarots. Et je fais les tarots. Oui, les tarots. Oui, oui, ah, mais ils sont là. Donc, je ressors du tiroir. Mais je les ai pas pris. Et j'ai continué à parler toute seule. Je ne savais pas ce que c'était ça, moi. Peut-être que c'était Paul qui me parlait, oui, enfin, vous voyez, je découvrais tout. Mais quand on est handicapé, humilié, rabaissé, je ne sais pas si vous voyez le chemin, il est long. Et ça a été pour moi merveilleux, cette consultation. Parce que cette dame, bah, bien sûr, elle m'en a mis d'autres, j'ai eu plein de cas d'espèces. Et ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Et j'étais contente car j'avais ma petite clientèle. Ça allait mieux. J'étais guérie, j'avais ma petite clientèle. Et puis je disais, alors, je mettais sur les cartes voyance pure. Et c'est tout ce que je savais dire, surtout pas les gammes, c'est tout. Mais vous savez bien, dans la vie, il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien qui est simple. Et comme bon nombre de marins, le mien buvait, bien sûr, et s'auto-détruisait. Caractériel, bipolaire, j'avais de plus en plus peur de son comportement et il traumatisait toute la famille, mais surtout les enfants. Donc, j'ai dû prendre la résolution de divorcer pour sauver les petits. Alors, inutile de vous dire que les années qui suivent sont des périodes de très, très grande souffrance. Donc, de prise de conscience, avec un désir profond de s'analyser le moi-même, de comprendre ses épreuves, de les transcender, de faire les thérapies nécessaires pour ne pas retransmettre les schémas aux gamins. J'ai entamé tout ce qui était possible d'entamer pour justement dépasser les humiliations et arriver à l'évolution. C'est dur, car à chaque fois que vous faites 6 pas en avant, vous en faites 10 en arrière. Parce que les schémas reviennent. 8 ans de divorce, des enfants cassés, pas faciles. Alors, tant bien que mal, vous faites toujours comme vous pouvez, et puis tranquillement, ben ça c'est votre seule consolation, vous aidez vos clients avec des dons de voyance, et tranquillement, derrière votre petite carte, discrètement, ah non, voilà, ils aiment bien quand ça bouge. Et un jour, je rêve encore de mon grand-père. J'ai 49 ans, je crois. 48, je crois. Je suis rentrée dedans avec mon père et j'arrive. Et là, il n'arrête pas de me dire, il faut un cabinet pour tes 50 ans. Pile, ça sera un tournant. Je ne veux pas l'entendre. Et ça revient. Il faut un cabinet pour tes 50 ans. Pile. Là, je vois mon père, je dis, mon père, non. Il ne sait vraiment pas, quoi. Il veut que j'aie un cabinet pour mes 50 ans. Je t'imagine, si je fais venir un architecte et je lui dis pour mes 50 ans, il faut que ça soit fini, il va me dire que je suis là. Il me dit, je te dis, moi. De toute façon, il a toujours été têtu. Et le reste, qui revenait. Bah, du coup, qu'est-ce que je fais? Je les fais venir, les architectes. Il y en a eu 3 qui sont venus. En effet, le premier m'a traité de cinglé. Je me dis, madame, est-ce que vous croyez que dans les travaux, on peut édifier et terminer comme ça? Pas possible. Le deuxième, je ne le sentais pas. Et le troisième, papa était là. C'était lui. Je ne sais pas qui s'appelle Paul. Il arrive, mais il a encore le même visage, même expression. Et papa se recule, j'entends mon père se reculer contre le mur comme ça. Et je lui fais, laisse-moi faire. Je vois le monsieur,
Et je dis, voilà, monsieur, me prendre pour une folle, voilà, j'arrête pas de rêver. Voilà, et puis, je ne sais pas ce que va m'apporter mes 50 ans, mais voilà, est-ce que c'est possible de me faire, voilà, un cabinet pour... Et là, je me recrois à l'hôpital Foch. Cet homme me met la main sur l'épaule et il me dit, mais bien sûr, ma grande cocotte, tu l'auras pour le 5 novembre, c'est ton cadeau. Il m'a regardé, je l'ai regardé, et là, j'entends dans ma petite voix intérieure, alors tu lui demandes son prénom, oui? Et je lui ai dit, oui. Est-ce que vous pourriez me dire votre prénom? Et là, il me répond, tu le sais bien, je m'appelle Paul. Et ça sort de l'entendement. Parce que j'ai mon père quand même qui est là, hein, qui est parti maintenant, qui est décédé. Et j'ai toujours pas compris. Donc, on a l'impression qu'il y a une âme de là-haut qui descend à un moment précis, en fin de compte, habiter un terrien. Est-ce qu'il incorpore? Est-ce qu'il change le trait du visage? Je n'en sais rien, j'essaie de comprendre. Je ne sais même pas si cet architecte a réalisé ce qu'il était en train de me dire. Enfin, il m'a même demandé s'il y avait une photo avec lui. Non, je vous jure, c'est incroyable. Bon, voilà, ces contacts-là sont indéfinissables et inexplicables, mais prodigieux. Et je peux vous dire que dans le cabinet, on s'est là en Charente-Maritime, j'ai du monde. Ils y veillent. Et les années vont continuer à défiler avec leurs épreuves et leurs cadeaux. Vers 53 ans, je vais vers une autre évolution parce que je vais rentrer dans le domaine du magnétisme par des clientes qui me poussent à soigner. Si une cliente va arriver et va me dire, madame, vous avez un grand magnétisme, vous allez soigner mon bras. Je dis, ça va pas, je vais dire à la cliente, vous allez soigner mon bras, c'est pas qui me le dit. Tout a été comme ça dans ma vie. Autrement dit, j'ai rien fait. Toute seule, j'ai rien fait. J'étais tellement tétanisée. Et puis, vous allez voir, à part ce qui s'est passé là au niveau du soin, 53 ans, cette année-là, j'ai eu très peur, parce qu'on était à Amsterdam, et j'ai manqué de perdre mon papa. On était en train de monter, tout au moins, il était en train de remonter dans les dunes, et il a manqué de faire un arrêt cardiaque. Il a vraiment frôlé de près. Et on lui a fait comprendre qu'il devait passer par un triple pontage. Et là, mon père me dit, ah non, je n'irai jamais à l'hôpital. Je n'ai jamais été malade. Je n'irai jamais à l'hôpital. Je vais y rester, c'est sûr. Et moi, je lui réponds, non, papa, tu vas y arriver. Parce que dans la salle d'opération, c'est ton père qui sera là. Il va t'opérer. Et le chirurgien qui est arrivé, il s'appelait Paul. C'est vraiment, c'est toute la famille qui est. Et à chaque fois qu'il passait dans sa chambre, il y avait un lien, parce que j'avais confectionné un petit cadre avec sa photo de sa fille, de ses petits-enfants, de sa femme. Et bien le chirurgien, il allait prendre donc ce petit tableau, puis il dit, alors monsieur Vincent, vous ne vouliez pas repartir vers une seconde vie? Vous ne vouliez pas venir me voir alors que vous avez une si belle famille? Un truc de fou. Et il prenait le tableau à chaque fois. Mon père me regardait comme ça, parce que on ne peut pas. On peut pas. À un autre stade de ma vie, j'ai toujours été très seule. Et à la grâce du ciel, et surtout par l'intermédiaire des clients, j'ai réussi à m'insérer à Poitiers dans un club qui s'appelait Relais Amitié. J'étais contente parce que, bon, le divorce passé, les enfants, j'étais toujours en thérapie, en soins. Il y en a un qui avait fait de la destruction, l'autre qui avait fait de la régression. C'est dégueulasse.
pouvais sortir un peu. Ça faisait du bien. Donc, grâce à ce club, j'ai pu exister un peu, j'ai pu être entendue, j'ai pu communiquer. Et un beau jour, comme vous tous, hein, je vais chez mon médecin traitant. Là, c'est rigolo. Je fais mon chèque et le signe. Et la réceptionniste me dit, c'est pas vous qui faites de la violence pure? Ouais. Babette! Elle appelle une Babette. Elle est là, la dame. Tu sais, celle qui parle toute seule. Parce que quand je recevais des clients, c'est ce que je leur disais, c'est pas trop ce que je fais. Et donc, la Babette me dit, vous avez une place cet après-midi à 14h? Oui, donc l'après-midi, elle a dit, ma Babette arrive. J'avais fait mes prières, je me préparais. Et puis, j'ai dit, écoutez, on va commencer. Et elle n'était pas assise. Elle me dit, non, on ne va pas commencer. Je la regarde. Je dis, attendez, tout à l'heure, je suis le docteur, vous voulez de la voyance pure. Vous voulez de la voyance. Je vous arrivez ici et vous me dites, non, on ne va pas commencer. Elle me dit, non, parce que, alors, elle me dit, je ne sais pas comment vous voulez bien, j'ai quelqu'un avec moi. Elle me dit, madame, vous énervez pas, mais je suis canal, j'ai des hyposes médicales, je suis canal, et il n'y aura pas de voyance pure. J'ai dit, écoutez, madame, c'est assez foutu de moi dans le temps. Mais c'est qui, Paul? Je ne me dites pas, je repense au prof de danse, hein. Je ne me dites pas que vous êtes avec mon grand-père. Si, parce que j'ai un don, il est en colère encore. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous dis, il n'y a pas un mot de garantie. Ah, j'y vais encore en colère. Oui, vous allez dire que je ne suis pas disposée aujourd'hui. Et puisque vous êtes canal et que vous ne voulez pas de voyance, il va me parler des fonds passés. Je suis vraiment pas gentille. Ah là, la petite pain qui me parle du petit bal de la marmite, de ces chansons que j'avais vues tant petite, des roses blanches, du pavillon, la mère qui l'attendait, elle rentrait, il était 10h du soir, elle n'était pas rentrée, elle avait le torchon là, elle est sur les 3 marches du pavillon. Là, je suis tombée en larmes. Moi, je peux continuer maintenant. Il a quelque chose à vous dire. Et là, mon grand-père me dit, quand est-ce que tu vas enfin te regarder dans le miroir? Tu es une très belle femme et tu ne te vois plus. Et surtout, tu ne veux plus m'entendre. Tu fais la sourde oreille. Alors que ta mission va être si grande. Alors, pour vous expliquer le miroir, à l'âge de 17 ans, on m'a dit, tu as vu tes yeux, tu as vu ta tête, qui sait qui pourrait venir vers toi, telle tête handicapée, personne ne verra. Vous savez, les mots, vous savez la force des mots, vous savez ce que ça peut faire. Donc, je vivais en prison. Donc, quand mon grand-père m'a dit ça, je me suis écroulée. Et c'est là qu'il me dit, tu as une très belle mission, je vais t'aider, qui t'attend. Là, la Babette, une fois qu'elle m'a bien vu chier, elle me dit, vous savez pas, qu'est-ce que je vais faire? On va la faire quand même, la voyance. Ah, mais c'est super. Non, pas la mienne. La mienne. Elle me dit, vous allez faire une voyance téléphone. Ah, mais je ne sais pas faire. J'ai jamais fait de voyance téléphone. Oui, justement, vous avez besoin de valorisation. Et elle me sort un petit bout de photo d'un des plus petits que ça encore. Et ce que je ne sais pas, et elle me dira après,
La photo, c'est Florence Hubert. Mais on ne le dit pas. Donc, je prends cette photo. Je lui fais donc une voyance par téléphone canon. Je ne sais pas comment faire téléphone. Et Florence me dit, ah écoutez, madame, je suis baba. Je crois que nous aurons certainement l'occasion de nous revoir. Les mois vont passer. Et là, toujours par l'intermédiaire du club Relais Amitié, un jour, ils me disent, écoute, t'en as pas marre d'être derrière ta petite table, là, tu peux dire de merde, là. Viens donc avec nous, là, il y a une association, là, passer la Poitiers, viens, moi je dis à mes clients, viens avec moi, je ne vais pas me laisser toute seule. Alors, on y va. Et là, c'est Véronique Camino qui est présente en tant que médium. Et puis, une copine à moi, enfin une cliente à moi, s'adresse à une cliente à moi, et elle lui dit, vous là, vous allez déménager. Et évidemment, elle fait ce qu'il ne faut pas, elle se retourne et dit, oui, c'est gentil à déménager. Véronique me regarde et me dit, mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Vous avez des noms? Alors moi, j'étais là, je commençais déjà à rentrer. Vous avez des noms? Elle me dit, mais c'est à ma place que vous allez venir plus tard. Avec un micro, vous serez derrière la table. Alors là, alors là, vous avez tout faux, hein. Vraiment, vraiment tout faux. J'ai été malade, ma pauvre. J'ai pas dormi bien, j'ai trempé les bras. Une horreur. Et puis, finalement, le destin me plaça, je pense, 3 mois après. Il y a une autre prestation. Et là, c'est Blanche Hubert qui passe. Mais elle accompagnait une babette. Vous savez, la babette. Mais ce qui est impressionnant dans ces conférences, c'est de voir la synchronicité des choses, c'est-à-dire quand vous ne voulez absolument pas avancer et que de toute façon, vous devez y aller, quoi. Donc, la babette, elle est là, elle fout un coup de coude à Florence, et elle lui dit, tu vois au fond, là, la personne qui se cache, là, c'est celle qui t'a fait la voyance téléphone. Ah ouais? Elle me dit, je vais la voir. Alors, après la prestation, elle fait venir, puis elle me dit, ce soir, je fais un apéritif récréatif, j'ai une amie, et je serais contente que vous y veniez. Merci madame, merci Florence, pour tout. Et j'y vais. Sauf que ça fait comme à midi. Moi, quand je suis au milieu d'un repas, j'ai la bouche qui parle toute seule. Alors, il y avait un petit jeune de 18 ans qui partait pour être dans l'agriculture. Il y avait une femme qui était avec un copain, mais on n'existait pas le bon. Et puis, il commençait en réunion, et puis je ne sais pas, et puis, vous savez, j'étais pas guidée, moi, j'étais à peur encore. Alors, je prends le petit jeune, je lui dis, mais c'est pas grave, là. Mais tu dors pas de la nuit. Tu te sens pas bien avec tes parents et tes carottes. Mais je fais pas ça du tout. Et la mère me dit, bah, tu vois, je te l'avais dit, c'est pas ta voix. Après, je saute à la dame qui était avec son copain et qui pensait toujours qu'elle allait le transformer. Je dis, c'est pas ça. Ah, voilà. Florence se retourne vers moi et elle me dit, ça t'arrive souvent de parler comme ça? Et moi, qui lui réponds, j'y peux rien, j'ai la bouche qui parle toute seule. Alors là, qu'est-ce qu'elle. Alors, tant pis, hein, je dis le mot qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle est con, celle-là? Ah, mais je te remercie. Elle me dit, tu comprends rien. Je dis quoi? Elle me dit, t'es médium. Je dis, c'est quoi? Bah, tu vas le savoir. Ah, mais pourtant, là, la type qui va chercher une photo de défunt. La photo de son grand-père. Elle me dit, maintenant, vas-y. Je n'avais jamais vu de photo de défunt de ma vie. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais alors, un truc de fou.
À tel point, je ne peux pas vous dire ce que j'ai dit parce que c'est trop important. Elle est restée scotchée. Elle m'a dit c'est pas 20 sur 20, mais c'est 22 sur 20. Et dans 3 mois, je te lance. Je suis pas mariée. Je te lance où? Mais elle est derrière la table. Ah, mais je veux pas y aller. Mais que c'est. Il était fort, le grand-père, quand même. Hein. Vous croyez pas? Vous savez ce qu'il faisait, hein? Pour aller vite, croyez-moi, mais quelle panique. J'ai été malade, je ne pouvais plus marcher, je ne voyais plus rien. Donc j'étais à l'ophtalmo, j'avais des petits couleurs, je ne pouvais plus marcher. Voilà, je refusais. Mais que de grâce j'ai reçu là-haut. Et puis ce qu'il faut que je vous dise, c'est qu'en vérité, la première salle, il fallait que je sois toute seule. J'en ai pas l'argent, je peux vous dire. On m'avait accompagné. Et vous savez quelle est la personne qui est venue me chercher? C'était lui. Et il avait reçu en écriture automatique. Alors, est-ce que c'est vrai? Un mot de la Vierge. Comme quoi, ce jour-là, ça va être victoire. Que je serai accompagnée et que j'allais gagner la partie. Ce jour-là, j'ai fait 23 ans. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Je ne sais pas où j'étais là. Ne me demandez pas, ça va être ancien. Il y a eu d'autres conférences. Notamment, je me rappelle. Non, celle de Vichy. C'est super beau, ça. Avec le tableau de peinture. La présidente de Vichy m'appelle. Oui. Et elle me dit, 2 ans après que je sois, 2008, 2006, 2009, 2 ans, pareil, vous êtes une bonne médium. Merci madame, c'est gentil. Mais elle me dit, par contre, on ne vient pas à Vichy sans avoir fait une conférence. Hein? Ah ben j'ai rien, je ne sais pas, parce que moi j'étais épileptique, hein. Donc de toute façon je ne sais pas écrire. Elle me dit, vous ferez comme les autres, vous ouvrirez un livre. Ah non, j'y ferai pas ça, non, c'est pas possible. Bon, alors donnez-moi le titre. Et là, est sortie toute seule de ma bouche, qui part toute seule, comment dépasser l'humiliation pour accéder à l'évolution. Je suis partie là-bas. J'ai fait cette conférence, je ne sais même pas comment je l'ai faite. Je l'ai dit avec une tripe. Et mon fils m'avait accompagné. Mon fils, que j'appelle Bouddha, est né. Et il m'avait dit, maman, tu es en pleine renaissance. Et il faut absolument, celui-là du flash aussi, que je t'achète un tableau de peinture. J'ai dit, tu connais pas d'ici, et tu vas t'amuser, non? T'inquiète, je sais que je vais trouver. Le voilà parti dans les rues de Vichy, complètement paumé, trouvant rien du tout. Et d'un seul coup devant lui, il y a quelqu'un qui descend d'un taxi. C'était Paul. La même tête. Donc mon gamin, lui, n'a même pas réfléchi, il l'a suivi. Il n'arrêtait pas de le suivre, de le suivre, de le suivre. Il ne me demande pas pourquoi, maman. J'ai rien compris. Et à un moment donné, il a pris un autre taxi. Il s'est trouvé bête, mon gamin. Sinon, qu'il a tourné la tête à droite, c'est qu'il était devant un magasin de peinture. Et que la personne qui tenait le magasin de peinture, elle était venue me voir. Je vais encore vous dire autre chose. Il y a 2 ans de ça, 3 ans, en Ronce-les-Bains, je reçois une dame qui s'appelle Agnès, qui est guérisseuse à Paris. Et ça faisait 2 fois déjà que je lui avais fait une très bonne voyance. Et elle me dit, vous allez à Nice? Je dis non, puis ça m'étonnerait, hein, je connais personne là-bas. Bon, elle me dit, moi j'ai ma petite idée. Ah bon? Vous savez, je ne connais pas les associations. Bon, elle s'en va,
Elle me dit, de toute façon, je sais que je vous rappellerai. Bon, il ne se passe pas ça. Elle me dit, je suis niçoise. Elle me dit, madame, asseyez-vous. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une salle pour vous, mais je l'ai trouvée. C'est l'hôtel Saint-Paul. Toute ma vie est jalonnée par vous. Il suffit qu'il y ait un problème ou quelque chose, ou que je ne veuille pas avancer, il est là. C'est comme ça. Je travaille en médiumnité avec lui, j'ai toujours sa photo partout. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais ils sont capables de tout. On ne peut pas le comprendre. Je pense qu'il a tout fait pour me booster, pour me prouver, pour me guérir, pour m'apporter cette force. Je pense que cette force, elle vient de lui. Car quand j'ai un cas désespéré en face de moi, c'est-à-dire quand en face de moi, j'ai une handicapée, c'est une femme qui veut se suicider, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai une espèce d'énergie qui monte en moi. Ça ne se suicide pas. Hein. Et elle repart un petit guéri. Il est là. Donc je joue complètement ce rôle de psychothérapeute d'âme, de thérapeute d'âme, de penseuse, de soigneuse et surtout dans l'amour quand il est avec moi et comme on se quitte jamais. Donc j'appelle constamment dans le moment où le désarroi est profond, il est toujours là et se manifeste à chaque fois, toujours avec des pôles un peu partout. Alors les exemples, je pourrais vous en citer tant peut-être, après j'ai 10 pages pour être multiple, il faut que je m'arrête. Aujourd'hui, avec mon popole, on ne forme qu'une seule personne. Il m'entend constamment, il est en moi, il m'aide énormément en médiumnité, et comme il est très bavard, je crois que c'est pour ça que je parle très vite souvent. Je le capte maintenant beaucoup plus par l'écriture automatique, et j'ai de très très beaux messages, même des fois pour les gens. Ça lui arrive de les houspiller d'ailleurs, et toujours pour leur faire du bien. C'est-à-dire qu'il a houspillé sa petite fille, et des fois il houspille la cliente qui est en face de moi. Moi, je suis en thérapie, il dit, tu peux lui dire ça, ça va pas. Je sais ce qu'il faut pour elle. C'est impressionnant. Et je donne très souvent d'ailleurs la photo de mon grand-père dans l'image de la personne. Et elle ressent quelque chose. C'est un véritable guérisseur. D'ailleurs, il était lui-même guérisseur et il retirait des bancs dans sa salle à manger pour que les gens viennent. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je crois qu'il faut comprendre que toutes les interventions physiques de mon grand-père, elles ont été nécessaires pour me faire comprendre tout d'abord, j'avais 17, 18, 20 ans, que j'allais guérir. Mais en deuxième partie, une fois que j'ai été guéri et qu'il n'y a plus de crise, il s'est dit, il va falloir que j'ouvre les oreilles. Et là, il est passé par des canaux pour me secouer. Il n'y aurait pas eu ces canaux, ça ne serait pas là. Et pour me permettre d'aller beaucoup plus rapidement vers mon évolution. Il continue toujours d'ailleurs, parce que vous savez que dans la vie, on monte continuellement en état. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Et surtout, ne jamais avoir d'ego et d'orgueil. On doit toujours rester dans l'humilité, car on a toujours quelque chose à apprendre. Alors moi, aujourd'hui, j'ai encore le remercier. Parce que quand je revois Josiane sous la table à 25 ans, timide, complexée, humiliée, et que je me vois maintenant, c'est grâce à lui. Et il me dit surtout ne change pas, car tu es devenu ce que je savais que tu serais dans ta mission.
une messagère d'amour et surtout une danseuse d'âme. C'est ce que j'ai écrit sur le DVD, c'est ce qu'il m'a écrit en écriture automatique. Tu es là pour les soigner, leur expliquer leur douleur, les penser et les guider pour leur permettre de se retrouver dans leur moi divin. Croyez-moi, c'est pour moi ma plus grande joie, et là je ne triche pas, et mon plus grand bonheur que de pouvoir vous consoler et vous aider. Quand je reçois quelqu'un, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas au rendez-vous d'une heure. J'ai très souvent des personnes qui me rappellent, où je rassure, je joue un petit peu le rôle d'assistante sociale. Pourquoi ce rôle? Parce que je me suis sentie vraiment seule en face. J'aurais tellement aimé qu'on m'écoute. J'aurais tellement aimé avoir un sourire. J'aurais tellement aimé être rassurée. Je sais ce que c'est maintenant que la compassion. Donc voilà, celle qui était perdue, je parle de moi, a pu retrouver, grâce à l'aide de son guide, son moi intérieur, son moi divin, a pu trouver sa raison d'exister. Pour tout l'or du monde, je ne perdrai pas cette mission. Pour essayer de conduire les autres vers leur propre lumière, vers leur propre unité. Je vous remercie beaucoup d'avoir porté attention à ce long exposé. Ce discours puisse-t-il vous apporter la preuve, à travers mon vécu, que tout à chacun n'est jamais seul. Et que dans la nuit noire, il y a toujours une petite bougie pour vous éclairer. À vous d'y croire, de la sentir et surtout de la laisser vous guider. Merci.